de ton point de vue, pourquoi est-ce que les objections, justement, ça fait peur aux gens? Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un super sujet et je pense que ça revient beaucoup et ça parle, en premier lieu, je pense que ça parle à un truc très, très humain. Je sais pas si tu as lu ce bouquin d'ailleurs, Les 5 blessures de Lise Bourbeau, un truc un peu dev perso et tout, un bouquin référence là-dedans qui parle de 5 grosses blessures qu'on a quand on est enfant et qui alimentent des peurs qu'on a. Et il y en a une, c'est la peur du rejet ou la blessure du rejet. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est vrai pour nous tous. Et quand tu es indépendant et quand tu te frottes tu proposes des choses de plus en plus à différents clients qui ont différentes spécificités, Mhm. forcément, tu es face à du rejet potentiel. Et je pense que la raison pour laquelle ça fait peur, c'est que quand tu es indépendant, tu t'identifies beaucoup à ton travail. Genre, tu as l'impression ton travail, c'est toi, tes tarifs, c'est ta valeur en tant que personne. Et quand on prend c'est pas un nom genre pour le travail, c'est presque un nom qu'on prend pour sa personne. Donc ça, tu vois, j'ai l'impression c'est un truc qui fait très peur aux gens en fait, parce qu'ils se Et disent je vaux pas assez entre guillemets. effectivement, et c'est ce qu'on se disait, c'est aussi en fait finalement un retour marché qui te fait comprendre qu'il y a un moment ou un autre, tu n'as pas suffisamment été clair, ou en tout cas pas explicite, ou qu'il y a quelque Ouais, chose qui ne va pas, pour qu'on te pose une question qui généralement en plus te dérange un peu, que tu as parfois du mal à justifier. Et ça, c'est un truc qui est jamais agréable, surtout quand tu es en négociation client, quand c'est une mission importante, que tu as vraiment envie d'avoir. Bah, en fait, tu n'as juste pas envie d'avoir des objections qui sont en plus ouais. galères à résoudre, quoi. Mais je pense que ça part aussi d'un espèce de fantasme qu'on peut avoir de un freelance qui marche bien ou un indépendant qui marche bien, il a un oui direct tout le temps. Alors que c'est pas le cas. Et nous, toi, je sais que c'est pareil que moi. Des objections, on en a eu. Des négociations, on en a eu. Des fois où ça n'a pas marché, on en a eu. Et c'est normal, en fait. Et comme on disait dans la thèse, ça fait partie de l'aventure. Et même, j'ai envie d'aller plus loin que de dire que ça fait partie de l'aventure. J'ai envie de dire que c'est une super bonne nouvelle de recevoir ces objections. Et on va rentrer dans pourquoi. Euh, mais clairement, je pense que ça vient de ce fantasme. Et le truc que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est, en fait, j'ai l'impression le premier travail à faire, c'est de créer cette différenciation entre je ne suis pas mon travail, je suis une personne Mm. complète et ce que je fais dans mon travail, ce que je produis, ce que je propose à mes clients, c'est pas moi en fait. Ouais, c'est-à-dire que je pense que surtout quand tu passes du temps, en fait, généralement quand tu sors du salariat, tu es tout seul, tu es freelance, tu as presque bâti en fait ta propre activité, tes offres, un peu de tes mains avec ton jus de cerveau à toi. Et donc, tu peux très vite prendre à cœur en fait des rejets que tu peux avoir sur OK, mais en fait, ça connecte pas avec ma cible, les gens comprennent pas Hmm. ce que je fais, les gens sont pas prêts à payer alors que moi j'y vois de la valeur, etc. En Ou fait, moi, c'est pas non. je suis pas assez bon, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, toutes ces histoires-là aussi. Exactement. Et en fait, c'est ni de la faute à 100% du client qui comprend pas la valeur, mais c'est pas non plus à 100% de notre faute si en gros on a C'est des clair. rejets. Et en gros, c'est juste une question de un peu de trade-off où il va falloir jouer et comprendre pourquoi est-ce que d'un côté ça peut euh, mal aller de notre côté et de l'autre, les clients comprennent pas et connectent pas. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on va développer plus tard. Tu me prenais aussi l'exemple de la métaphore du voyant sur le dashboard de voiture. Ouais, j'allais y Ça, c'est venir. J'allais, j'allais dire en gros, en fait, c'est un fait très neutre de se prendre une objection. Et souvent, j'ai l'impression qu'on y attache une grosse valeur émotionnelle de un non, c'est horrible. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette métaphore par rapport à la voiture. Et bon, je sais que on n'était pas dans des cas jusqu'à maintenant où on avait besoin de conduire en étant à Paris tous les deux, etc. Conduis ta voiture, tu sais, t'as le dashboard devant toi et tu as des petits voyants. Parfois, ils sont verts, parfois, ils sont rouges. Et c'est juste des informations. Et quand c'est rouge, souvent, ça veut dire, ah tiens, il y a ce petit truc dans le moteur qui ne fonctionne pas. Tu devrais aller vérifier et corriger quelque chose. Et en fait, les objections, c'est exactement la même chose. Mais pas pour une voiture, mais pour la manière dont on construit notre activité, nos présentations, notre marketing. C'est juste un petit voyant qui s'allume en mode, hé hé, fais attention à ce petit truc-là. Tu devrais aller y jeter un coup d'œil et corriger. Et c'est très neutre finalement, c'est comme avec une caisse. Quand notre voiture nous dit attention, tu manques d'huile dans ton moteur, c'est pas une raison pour laquelle on commence à se déconstruire et à pleurer et à se dire ah mon Dieu, je sais pas conduire une voiture, c'est horrible. Et puis, Donc c'est ça la comme tu dis, métaphore. comme tu dis, tu vois, tu as des voyants rouges sur lesquels il va falloir faire quelque chose rapidement. Et puis, tu as aussi des voyants et des questions que nous, on prend comme des objections, mais qui sont en fait des questions ultra légitimes pour un client.
Clairement, ouais. et qui peut montrer justement parfois un intérêt plus qu'un autre. Si tu vois un client ne te pose aucune question, à l'inverse, je trouve ça presque suspect, tu vois. C'est que Ouais, soit grave. il comprend pas vraiment ce que tu lui apportes et lui a une idée préconçue de ce que tu vas lui apporter et en fait, in Hmm. fine, ça va pas marcher. Ou alors, ça connecte pas, tu vois. Il se dit, on laisse tomber et en fait, tu as 80% de chances que la mission se fasse pas parce que en fait, il a pas compris, il a pas cherché. Donc, tu vois, il y a aussi plein de types d'objections. Il n'y a pas que des objections pardon, sur bah, OK, c'est trop cher, tu vois. C'est une des grosses objections dont Grave. on reviendra plus tard, mais il y a aussi des questions que l'on peut prendre comme des objections, mais qui sont en fait qui te permettent bah, d'aller chercher un nouvel argument pour montrer que ton offre elle est pertinente pour la problématique de tes clients, etc., etc., quoi. Grave, grave. Et pour suivre sur cette idée-là, je sais que c'est un truc que toi, tu as beaucoup fait quand tu t'es lancé, presque d'aller les chercher, en fait. Tu vois, cette espèce de recherche terrain, de se dire, en fait, je vais aller chercher toutes ces questions, je vais aller chercher toutes ces incompréhensions côté client, sans forcément proposer quelque chose, du coup, au début, mais aussi pour se demander comment j'utilise tout ça pour structurer une offre en réponse, quoi. Salut, c'est Alexis, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tribu Indé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou même sur tribuindé.com. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo et quant à moi je vous dis à très vite, ciao.